Alors, on est ravis d'accueillir Malcolm Ferdinand aujourd'hui, qui va faire un exercice que personne n'a fait jusqu'à présent. Il a pris très au sérieux vos questions et c'est à vos questions qu'il va répondre. Voilà, donc moi je suis ravie parce que vos questions, je les trouve vraiment épatantes de semaine en semaine et que donc il y a vraiment des enjeux quoi, qui reviennent à travers aussi les conférences qu'on a eues avant. Alors Malcolm, on se connaît depuis pas mal d'années, quand il était jeune chercheur, avant... Hein, tu es toujours jeune, ne t'inquiète pas. Voilà, mais tout jeune, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore rentré dans l'institution. Et j'ai été vraiment... Donc, il avait fait un doctorat à Paris 7 en Sciences Po, option philosophie politique. Et donc, on était tous vraiment épatés par sa proposition de l'époque, qui était quand même très subversive par rapport à une certaine ambiance des sciences sociales en France. Et on a été ravis qu'il rentre au CNRS. Donc, il est maintenant au laboratoire de l'IRISO. Donc, c'est un laboratoire par définition pluridisciplinaire parce que SSO, c'est sciences sociales. Donc, il y a des représentants de différentes disciplines. Et lui est rentré en tant que politiste. Alors, moi, j'ai toujours une question. Quelle est la différence entre politiste, politologue? Comment on se définit par rapport à ce genre de choses? Voilà. Et donc, bah, vous avez... Qui a lu Écologie décoloniale? Il y a des mains qui se lèvent, oui. Bon, c'est un livre vraiment très important. Et vraiment le cœur du travail de Malcolm, qui a été traduit en anglais, non? Qui est publié aux États-Unis ou en Angleterre. Et les deux, voilà. Donc, oui, ben voilà. La pensée française influence aussi les anglo-saxons. C'est pas que dans l'autre sens, comme on veut nous faire croire. Et puis, donc, il a préparé ce numéro écologie politique depuis les Outre-mer. C'est dans ce numéro que vous avez lu l'article qu'il a coécrit avec Mélissa Manglou pour introduire le numéro. Donc, bon, vous le savez pas tous, mais il y a plusieurs questions en rapport avec ce texte. Que dire d'autre? Je crois que tu prépares un autre livre. Oui. Alors, il faudra que... Voilà. Il faut que tu l'allumes. Voilà. Donc, oui, donc un autre livre sur une enquête au long cours sur l'affaire du chlordécone, des pesticides en Martinique et Guadeloupe, précisément. Voilà. Et donc, une dernière chose à dire aussi, c'est que tu as créé avec d'autres personnes, mais c'est un projet qui te tenait très à cœur, donc l'Observatoire Terre-Monde. Et bah, tu pourras en parler toi-même, mais moi je trouve que quand vous allez sur le site et que vous regardez la présentation, allez, je le lis. L'Observatoire Terre-Monde est né d'une volonté partagée de mettre en lumière la diversité des enjeux écologiques inhérents aux territoires dits d'outre-mer. À l'heure où l'impératif écologique nous enjoint à repenser collectivement nos manières d'habiter la Terre et de vivre ensemble, l'Observatoire a pour vocation de constituer un lieu d'étude, d'action et de diffusion de recherche et de connaissances autour des enjeux écologiques inhérents aux territoires d'outre-mer. Les activités de l'association s'articulent aujourd'hui autour de 5 pôles thématiques qui attestent des engagements qui sont les nôtres. La recherche, la documentation, l'éducation, la veille et le plaidoyer. À travers ces actions, nous souhaitons contribuer à instaurer un monde commun, respectueux des droits fondamentaux et dignité des êtres humains, tout autant que ceux des non-humains et des écosystèmes de la Terre. Quand je pense à plaidoyer, je ne me souviens plus du nom d'une commission à laquelle tu avais participé en France par rapport à différents enjeux de la question raciale, parce qu'on en a pas mal parlé, enfin pas mal, ça a traversé certaines conférences, notamment avec François Héran et puis d'autres. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'était cette démarche que tu avais faite à l'époque? Alors, j'ai participé
tu parles d'une audition au Parlement? Oui, c'est ça. Alors, Voilà. donc, il y en a eu deux. Il y en a une qui était liée au chlordécone, avec la commission d'enquête en 2019. Il y en a une deuxième l'année suivante qui était sur la question du racisme. Et c'était une enquête parlementaire où on auditionnait plusieurs chercheurs, plusieurs associations, plusieurs représentants d'associations. Et voilà, j'avais fait une discussion autour de la question du racisme environnemental voilà, à ce moment-là. Voilà, bon, ça c'est par rapport à des questions qui se sont posées ici sur qu'est-ce que c'est qu'un travail scientifique, quelle est la limite ou l'ouverture ou l'injonction à l'engagement, et puis aussi comment est-ce qu'on participe à la société, les enjeux d'expertise qui sont aussi des enjeux professionnels, et puis parfois les tiraillements politiques que ça implique. Et puis la subjectivité, est-ce que ça remet en question une posture scientifique? Donc voilà, je pense que c'est des questions auxquelles tu peux super bien répondre. Alors du coup, je vais me mettre en face, comme les étudiants. Ok. Donc, déjà, bonjour tout le monde. Content de vous rencontrer. Je crois que j'ai déjà présenté des choses à certains d'entre vous. Merci aux trois organisateurs de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Je n'avais pas prévu quelque chose de très spécifique, mais le choix des deux textes indiquait un peu les deux enjeux que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, un autour de la question de la colonialité. Donc j'envisage de passer au moins la première heure du séminaire là-dessus, ou en tout cas sur la séminaire là-dessus. Et le deuxième étant lié aux questions écologiques. Et ces deux enjeux caractérisent finalement ou guident pas mal de mes travaux et de mes engagements, on peut dire complètement. Et donc je réfléchissais, je me disais, bon voilà, est-ce que je commence par une présentation des textes proposés de la colonialité? Est-ce que donc je fais une conférence magistrale bon, c'est ce que j'avais en tête. Et puis j'ai reçu je crois que c'était il n'y a pas si longtemps les 9 pages de questions. Alors je m'étais dit, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous convient, mais je m'étais dit que je pouvais lire les questions et à chaque fois, voilà, et que ça c'est déjà c'est déjà pas mal. La difficulté étant que par contre, comme voilà, ça voudra dire que les questions, il n'y a pas un ordre thématique qui est donné. Alors dans la lecture des questions, est-ce que je ne lis pas le nom des personnes qui ont, voilà, d'accord. Alors première question qui concerne mais bon, avant quand même, voilà, pour replacer les textes. Bon, peut-être je vais le faire dans les questions. Bon. Alors, la première question concerne l'introduction au numéro, penser l'écologie politique depuis l'outre-mer. L'article penser l'écologie propose de penser l'écologie à l'horizon du monde du vivant, de la Terre entière et de ses différents habitants humains ou non humains à partir de l'outre-mer. Fin de citation. En se penchant particulièrement sur 3 enjeux, le Pantasianocène, la non-souveraineté et les expositions aux catastrophes environnementales et aux changements globaux. Le premier et le troisième sont des enjeux qui traversent plusieurs pays du monde, alors que la non-souveraineté est une caractéristique intrinsèque des Outre-mer français. À ce propos, vous écrivez, donc cette personne, je cite, « La défense de l'environnement et de la santé publique passe par des revendications de justice et de démocratie environnementale qui prennent des allures de politique décoloniale. » Page 21. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu récemment, il y a 1 an, un référendum pour l'indépendance. Je voudrais vous demander, car je l'ignore, si les mobilisations populaires de justice environnementale des pays d'outre-mer dialoguent aussi avec les mouvements indépendantistes. Y a-t-il un lien étroit entre ces luttes ou doit-il encore être tissé? Donc, question de quelqu'un d'entre vous qui, au fond, est plutôt une question de précision autour de la question, autour de l'idée de non-souveraineté. Alors, peut-être, et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas nécessairement
familiers avec les Outre-mer, ce qu'on comprend, ce qu'on entend comme étant Outre-mer. Et là, du coup, je vais essayer de vous trouver une carte des Outre-mer. Alors oui, c'est... comme ça, vous avez au moins une... voilà, même si cette carte ne me convient pas, ça donne une petite... petit aperçu. Ah mince. Voilà. Hop. Voilà. Donc la France est un pays, est un ancien empire colonial esclavagiste. Première chose. Deuxième chose, toutes les anciennes colonies françaises ne sont pas devenues indépendantes. On pense la sortie de la colonisation essentiellement comme le processus d'accès à la souveraineté, mais ça n'a pas été le choix de toutes les anciennes colonies. Certains anciens territoires contrôlés par l'Empire français sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des territoires et départements d'outre-mer. Donc là, vous avez la liste des territoires et départements d'outre-mer qui font aujourd'hui partie de la France, à savoir que il y a une date principale à retenir, c'est celle de 1946, entre autres, qui est la date qu'on appelle de départementalisation. C'est le moment où le statut juridico-politique change, où l'on passe surtout par rapport au territoire qu'on appelle les 4 anciennes colonies, enfin les 4 vieilles colonies, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, qui changent de statut, qui passent du statut de colonie au statut de département d'outre-mer. Par la suite, d'autres territoires ont fait le même processus. Sachant que dans les territoires d'outre-mer, il y a des territoires qui sont peuplés, donc avec des personnes, des humains qui habitent ces territoires, Mayotte, La Réunion, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et des territoires qui ne sont pas peuplés, en tout cas pas de façon permanente, c'est ce qu'on appelle en général les TAF, T-A-A-F, terre australe française. Bon. Voilà, ça c'est la première chose. La Nouvelle-Calédonie est un cas à part. Donc, ces territoires d'outre-mer aujourd'hui répondent à 2 groupes au niveau de la Constitution française. On les distingue en 2 groupes. Historiquement, on les définissait comme les DOM-TOM, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. DOM-TOM, DOM, département d'outre-mer, TOM, territoire d'outre-mer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parle de DROM-COM, département région d'outre-mer, et de COM, collectivité d'outre-mer. La différence entre ces 2 appellations, c'est que les DROM correspondent au régime de l'identité législative. Ce qui veut dire que les lois qui sont validées, édictées par le Parlement en France hexagonale sont appliquées telles quelles dans ces territoires. Il n'y a aucune différence. Les COM, collectivités d'outre-mer, ont un autre, je crois que c'est les 2 articles de Constitution, c'est 73, 74, etc., ont le régime de spécialité législative, ce qui veut dire que toutes les mesures ne sont pas automatiquement appliquées, qu'il y a une marge d'autonomie, on va dire, plus grande. Donc par exemple, la Polynésie française, dans son organisation, a une assemblée locale avec un président, même si ce président n'est pas président d'un pays indépendant. Et à côté de ces 2 cas, il y a la Nouvelle-Calédonie qui correspond à la Constitution française est divisée en titres, en ensemble de titres, et il y a un titre entier qui est alloué à la Nouvelle-Calédonie, qui était déjà dans un processus en tout cas soit d'indépendance ou de réflexion sur la question de l'indépendance. Donc ça c'est pour revenir à la question
concrètes, parce que effectivement, donc le référendum qui a eu lieu le 12, il me semble que c'était le 12 décembre 2021, c'est pas le premier référendum, ça fait partie d'une série de 3 référendums issus après les événements de Nouméa, et peut-être Barbara vous en a déjà parlé, dans lequel voilà, l'État français s'engageait aussi à participer à l'autodétermination voilà, ce qui est dans l'ADN de l'ONU, l'autodétermination des peuples, le droit des peuples à déterminer d'eux-mêmes. Ce référendum, pour donner un peu de cadre, a été largement boycotté par les mouvements indépendantistes. L'une des raisons étant que nous étions en période Covid et que les personnes ne pouvaient pas, enfin d'une part, beaucoup de Kanaks voulaient honorer leur mort et ne pouvaient pas avoir les conditions nécessaires pour faire campagne, des rassemblements n'étaient pas possibles, etc., etc. Donc ce qui fait qu'à la suite de ce référendum, les mouvements indépendantistes ont dit nous refusons de discuter avec le gouvernement français. Donc c'est un processus qui a été vraiment bâclé. Je pense que l'échéance des élections présidentielles avait aussi peut-être forcé et que le choix des mouvements indépendantistes de vouloir honorer leur mort n'a pas été respecté. Donc, et sur la question plus précisément, c'est existe-t-il des liens étroits entre mouvements populaires de justice environnementale et mouvements indépendantistes? Alors ça, c'est une question qui est au cœur de la souveraineté, c'est-à-dire quel rapport peut-on voir entre écologie et souveraineté, et dans cette question entre écologie et indépendance. Si on se pose uniquement sur le cas de la Nouvelle-Calédonie est voilà, un territoire, un pays qui économiquement dépend beaucoup de l'exploitation du nickel avec des mines, et cet extractivisme cause énormément de problèmes, notamment pour les communautés et villages qui sont aux abords des mines. Et certains groupes indépendantistes pensent que l'une des façons de garantir leur indépendance économiquement de la France, c'est de reposer une économie sur l'extractivisme. D'autres, au contraire, pensent qu'on peut avoir une forme de... qu'il faut non seulement... Enfin, que la souveraineté devrait permettre de repenser les rapports à la Terre et de trouver des manières moins destructrices de se rapporter aux écosystèmes. Et cet enjeu traverse finalement beaucoup des autres territoires d'outre-mer, mais aussi des autres pays qui sont anciennement colonisés, qui sont devenus indépendants, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie. C'est-à-dire, finalement, on a pensé, et c'est là que le texte de la colonialité de Hannibal Creno est intéressant, c'est ce que ce texte nous pousse à faire, c'est s'interroger au final sur ce que c'est que la colonisation. Et si on n'a pas une compréhension, on va dire, profonde et complexe de ce que c'est que la colonisation, comment peut-on imaginer ce que peut être une décolonisation? Et de manière courante ou commune, la colonisation reste associée à ce processus militaire, juridico-politique de contrôle d'un État sur des territoires et sur des peuples. Et dès lors, on peut se dire que la décolonisation serait tout simplement l'interruption de ce rapport de domination et l'accès à la souveraineté, en gros, l'indépendance. Et que l'indépendance en tant que telle consisterait, au cas qu'on aurait fini avec la colonisation dès lors qu'on est indépendant. Or, ce que montre Hannibal Quijano, en tout cas ce qu'il défend, ce qu'il propose, c'est que, et ça c'est dans le... je trouve que dans le premier paragraphe de l'article, il y a déjà énormément d'éléments qui sont inclus, qui va développer au fur et à mesure de cet article qui est quand même assez long. Et ça permet de faire la première distinction entre colonialité et colonisation. Pour Hannibal Quijano, la colonisation, et quand il parle de colonisation moderne, hein, c'est-à-dire de celle qui se passe par les colonisations européennes des
des Amériques, donc après 1492, parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des colonisations. Là, on parle d'une colonisation moderne et qui est en lien avec la modernité, et ce qu'il propose, ce qu'il défend en tout cas, c'est que cette colonisation moderne a non seulement, au-delà des dominations et de l'accaparement de terres, mais a aussi imposé une manière d'être en relation les uns avec les autres, une compréhension du pouvoir, c'est le titre d'ailleurs de l'article, un ensemble de codes, de catégories, de schèmes de pensée, y compris une compréhension du pouvoir qui est indexée à l'idée de race, et c'est ça qu'il appelle la colonialité, et que cette manière de faire, et dans mes travaux je parle d'un habité colonial, c'est-à-dire qu'une façon aussi coloniale d'habiter la terre, et que cette manière de faire, ces schèmes de pensée vont continuer par-delà l'arrêt en tout cas l'interruption des relations coloniales stricto sensu, c'est-à-dire juridico-politique, et que cette façon de faire a institué un modèle au sein de la globalisation, dont l'exemple même est celui des États-Unis d'Amérique. Donc la colonisation fait référence à ce processus historique qu'on peut borner dans le temps, avec une date de début, une date de fin, tandis que la colonialité fait plutôt référence à ces formes de relations imbriquées à cette idée en tout cas pour Créneau, de race, qui perdurent par-delà soit les indépendances, par-delà soit les accès à des formes de départementalisation. D'ailleurs, il faut savoir que on parle de territoire d'outre-mer ici français, mais il n'y a pas que les territoires d'outre-mer français qui ont choisi ce pas. Il y a aussi des territoires ultramarins de l'Angleterre, de l'Espagne, des États-Unis, même de l'Australie, etc. Et la première question sur laquelle je me suis un peu étalé peut être reformulée. Est-ce que quand ces territoires accèdent à une forme d'égalité ou à une forme d'indépendance de souveraineté, ces territoires vont-ils reproduire un même mode d'habiter, une même manière d'habiter, un même rapport à la terre, ou non? Dans ce numéro, vous avez un article de Christine Demers, qui est anthropologue, qui analyse deux groupes et deux formes d'écologie politique en Nouvelle-Calédonie, dont l'un défend cette vision beaucoup plus de justice environnementale associée à la souveraineté, et l'autre non. Donc je vous invite à aller plus largement là-dedans. Mais il y a, par exemple, Martinique en Guadeloupe, des liens extrêmement étroits entre l'idée de critiquer ou d'accéder à une forme de plus grande autonomie et l'idée de préserver les écosystèmes. Je pense à plusieurs mobilisations anti-chlordécone, notamment en Martinique en Guadeloupe, qui reproduisent ces deux... bon. Donc ça, c'était pour la première question. Réponse un peu longue, je crois que je vais aller plus vite pour cette question, sinon on ne pourra pas y arriver au bout. Alors, il n'y a pas... Donc, notre question, existe-t-il des liens entre l'Observatoire Terre-Monde et l'Institut du Tout-Monde? Question factuelle. Donc, l'Institut du Tout-Monde, c'est un institut qui a été créé par Édouard Glissant. Édouard Glissant, philosophe, poète, écrivain martiniquais, qui est connu pour avoir fait tout un travail autour de la question de la relation. C'est beaucoup inspiré de Deleuze et Guattari, mais qui a aussi travaillé sur cette question de la créolisation, qui est une proposition à la fois philosophique mais aussi esthétique. Et donc l'Institut du Tout-Monde organise un ensemble de manifestations, d'événements qui sont dans l'esprit d'Édouard Glissant, de la relation et la créolisation. Institut avec lequel j'ai déjà travaillé aussi, mais l'Observatoire Terre-Monde est quelque chose de différent. C'est peut-être,
comme Barbara l'a présenté, c'est une association co-créée par un ensemble de collègues, militants et chercheurs ou autres, qui partaient du constat qu'on a fait dans l'article introductif du numéro, qu'aujourd'hui en France, il y a une marginalisation assez systématique des pensées, et pas que sur l'écologie, mais des pensées qui émanent de ces territoires anciennement colonisés. Donc nous avons voulu partir de ce point, du point de vue, donc travailler du point de vue des enjeux écologiques depuis les Outre-mer, mais on ne se limite pas aux Outre-mer. Pourquoi ? Parce que se limiter aux Outre-mer, ça serait reproduire le regard colonial. Parce que qu'est-ce qui fait le lien ? Qu'est-ce qui fait que la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion sont tout d'un coup amassés dans un seul groupe ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des créoles différents, on a des langues différentes, on a des coutumes différentes, on est dans des espaces différents ? Qu'est-ce qui fait qu'on est... Le lien est le fait que nous avons été tous, en tout cas ces espaces ont été tous, à un moment donné, colonisés, dominés par l'Empire français. Et donc du coup, briser cela ne veut pas dire reproduire ce groupement, mais au contraire ouvrir à d'autres espaces, des dialogues. Et ça implique aussi, avec par exemple le Brésil, avec Madagascar, avec la Colombie, avec l'Australie. Et cela implique quelque chose d'autre qui est le rapport aux langues, le rapport pluriel aux langues. Le fait que, du coup, comme disait Édouard Glissant, nous écrivons toujours en présence d'autres langues. Voilà. Alors, il y a une question qui m'a été posée très précise sur des données liées au cancer pédiatrique en Martinique et en Guadeloupe. Alors là, je ne peux pas répondre tout de suite, mais je veux bien que la personne qui a posé cette question... Alors, je pose la question parce qu'il dit qu'il y a une tribune qui est parue le 28 décembre 2021 en parlant sur les données de cancer pédiatrique en Martinique et en Guadeloupe, mais qui ne cite pas les DOM-TOM. Donc, j'imagine qu'on a des données en Martinique et en Guadeloupe, mais on n'a pas les données dans les autres territoires. Je ne sais pas si la personne est là, mais en tout cas, c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, comme dans toute analyse, souvent, même Hannibal Crano, il parle de groupe, il parle d'eurocentrisme, il parle de l'Europe, il parle de l'Amérique latine, mais au sein de chacun de ces groupes, il y a toujours des stratifications, il y a toujours des rapports des hiérarchies. Donc au sein même de l'Europe, il va y avoir des hiérarchies au sein même de l'Amérique latine et au sein même des Outre-mer. C'est-à-dire que tous les territoires ultramarins ne sont pas égaux entre eux. Donc dans un article qu'on a coécrit avec un collègue réunionnais, Erwan Moulinier, on travaille sur les pesticides, on travaille sur les données liées aux pesticides. Que sait-on de de la présence de pesticides dans les territoires, dans les corps humains en Outre-mer? Et on se rend compte qu'il y a une inégalité de production et d'accès des données. Et les pesticides, c'est un peu de manière analogue à ces enjeux sur le cancer. Ce sont des enjeux techniques et politiques où, pour pouvoir revendiquer politiquement le droit de vivre dans un environnement sain ou défendre notre santé, il faut pouvoir aussi s'appuyer parfois sur des données. Si on n'a pas accès à ces données-là, alors on nous enlève d'une certaine façon les moyens de nos luttes. Et la démocratie environnementale, à un moment donné, j'en parlais, passe aussi par une forme de démocratisation des données scientifiques sur l'exposition. Et quand on regarde ce qui est produit en termes de données, en termes de recherche scientifique sur les Outre-mer, on voit qu'on n'est pas du tout au même niveau que ce qui se passe en France hexagonale. L'autre raison, parce qu'il y a une autre question qui revient sur l'Observatoire Terre-Monde, l'autre raison pour laquelle on a créé cet observatoire, elle est en lien avec encore une fois, ce que Hannibal Crano appelle la colonialité. Alors, il parle de la colonialité du pouvoir, mais à certains moments, il va parler aussi de la question de la production du savoir. Et ça, on peut y faire référence aussi en termes de colonialité du savoir. C'est-à-dire qu'il y a certains biais dans la manière dont les données sont créées, dont les données sont produites, et surtout des biais dans la répartition entre qui sont celles et ceux qui vont être désignés comme des producteurs et productrices de savoir,
et celles et ceux qui vont être désignés uniquement comme des enquêtés ou des objets d'étude des gens. En fait, sur les écologies des Outre-mer, il y a plusieurs travaux qui sont faits en sciences de la Terre et du vivant, notamment sur les coraux, notamment sur les écosystèmes, etc. Mais dès lors qu'il s'agit de proposer une pensée de l'écologie, du rapport à la Terre, du rapport au monde, ces personnes vont être moins présentes. Et pourquoi? Parce que historiquement, ce n'était pas une évidence tout ça, que, alors moi je parle depuis ma Caraïbe et ma Martinique parce que je suis martiniquais, ce n'était pas, à part quelques exemples, on pourrait y revenir, ce n'était pas une évidence que les anciens colonisés puissent penser, puissent avoir une philosophie, puissent pouvoir être eux-mêmes acteurs et productrices de savoir. Et cela et ça passe, alors bon, ça peut être très vague, mais ça passe par qui a accès à l'université, qui a accès à certaines formes d'éducation, qui au contraire va être en charge de garantir les conditions d'accès d'autres corps non racisés au savoir. Donc je ne sais pas combien de fois vous avez, dans votre parcours, je ne sais pas combien de fois vous avez eu des personnes racisées qui vous ont fait cours en sciences humaines et sociales. Voilà, moi c'était assez rare. Mais par contre, surtout en Île-de-France, quand vous allez à la cantine, vous savez qui vous servez. Quand vous allez rentrer ici, vous savez quel type de corps va vous donner les clés de la salle, va garantir en fait la sécurité, qui va nettoyer en fait la salle pour que quand vous venez ici, vous puissiez manger. Et tout ça en fait, ça fait qu'au final, on va sédimenter dans l'imaginaire certains corps qui seront en charge de produire le savoir, des corps sachants, des corps savants, et on va sédimenter certains corps qui ont au contraire la fonction de protéger ou de préserver les corps qui eux vont produire le savoir. Ça c'est ce qu'on appelle la communauté du savoir, imbriquée dans la question de race, en tout cas, qu'on peut voir de manière assez, voilà, assez sensible dans nos expériences. Vous plaidez pour une écologie politique qui soit moins hors sol, c'est-à-dire davantage localisée dans les territoires d'outre-mer, alors que la gouvernance actuelle semble métropolitaine. Alors, je vais faire un petit aparté sur le terme métropolitain. La carte ici présente désigne l'Hexagone comme la France métropolitaine. Et vous avez remarqué que je n'emploie pas ce terme de métropole, et cela pour deux raisons, enfin pour plusieurs raisons, mais deux raisons très simples. Et effectivement, quand vous êtes à l'étranger, donc l'étranger étant par exemple notre pays, les États-Unis, le Brésil, Dakar ou encore Madagascar, je ne sais pas, et que vous demandez à n'importe qui, mais localisez la France se trouve où? Eh bien, systématiquement, on va désigner cet espace, voilà, cet espace continental européen, cet hexagone, avec la Corse, pas toujours, mais souvent. Et le terme métropole fait référence à un couple qui était un couple des catégories qui était en usage pendant la période coloniale, qui est le couple métropole-colonie. La colonie a une métropole. C'est un mot métropole qui est à différencier des métropoles urbaines, comme on peut parler de la métropole de Lyon, etc. etc. Et dans ce cadre-là, se référer encore aujourd'hui en 2022 à la France hexagonale comme la métropole, c'est implicitement désigner les territoires d'outre-mer encore comme des colonies. Et vous comprenez que cela peut être assez désagréable ou frustrant pour des personnes qui ont lutté pendant plusieurs dizaines d'années pour précisément obtenir cette égalité des droits, cette égalité des droits sociaux notamment. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que le mot métropole est un mot qui est racialement chargé. C'est ainsi qu'on désigne, et quand on parle de métropolitain, on parle généralement de personnes blanches qui se rendent dans les Outre-mer. Donc un métro, voilà, c'est l'expérience courante, un métro à La Réunion, un métro, il y a d'autres expressions aussi, mais un métro en Guadeloupe, fait explicitement référence à quelqu'un de blanc.
Et d'ailleurs, Aníbal Quijano, dans son texte, parle très clairement de comment cette colonialité imposée par la colonisation à travers la catégorie de race a aussi inventé de nouvelles identités. Où non seulement on a créé les entités indiens, il le dit clairement par rapport à tous les groupes aztèques, Maya, Inca ou d'autres groupes des Native Americans aux États-Unis, on a remplacé, on a homogénéisé tout ça derrière le mot indien, donc on a créé une catégorie raciale. Pareil pour les Noirs, Africains, nègres, entre guillemets, etc. Tout ce qui est Ibo, Yoruba, Bantou, Bakongo est complètement homogénéisé derrière un terme racialisé. Et il montre aussi l'envers, c'est qu'on a aussi donné lieu à une racialisation des identités européennes où soudainement, par ce processus, le portugais, l'espagnol, le français devient blanc aussi. Bon. Au point aussi, voilà, par exemple, certains collègues ou amis qui sont catégorisés socialement comme noirs, qui se rendent, mais qui sont nés à Marseille, à Paris ou autres, qui vont en Martinique, mais donc qui sont entre guillemets de la métropole, mais qui arrivent en Martinique, ils ne sont pas désignés comme métropolitains. Ils sont désignés comment? N'hésitez pas. Peut-être vous avez le droit de participer ou? Bon, je sais qu'il y en a qui savent, donc voilà. Mais ils sont désignés comme des négropolitains. Donc ça veut dire que l'appellation métropole est exclue de la métropole une partie de ceux qui habitent la métropole. Donc voilà. Donc du coup, dans ma façon de parler, et plus radicalement. Alors, il y a cette personne qui s'appelle Grada Quilomba, qui est philosophe portugaise d'origine brésilienne, qui a écrit un bouquin qu'on appelle Plantation Memories, et qui vient d'être traduit en français, et qui parle de finalement certains rapports contemporains qui vont réveiller des souvenirs ou une forme de, pour reprendre l'expression de Paul Gilroy, de mélancolie postcoloniale. Et je pense que le mot métropole fait exactement cela. C'est qu'il fait référence à un passé et qui conserve une certaine identité. Bon. Donc sur la question de santé, il en va de même. Il en va de même que sur les questions écologie dans le rapport entre Outre-mer et Hexagone. Alors, autre question. Alors, je m'interroge sur le retard politique français face aux questions décoloniales, postcoloniales. Comment la scène internationale peut-elle influencer ce rapport de la France hexagonale à son histoire et son engagement politique? Bonne question. Mon expérience étant que il y a un récit du roman national français qui est fait en hexagone. Mais quand on regarde, vous savez par exemple la France a des services culturels via ses ambassades dans plusieurs pays. Et quand on regarde ce que ces services culturels, les ambassades ont comme programmation, c'est-à-dire ce que ces ambassades donnent à voir de la France, alors là, il n'y a pas du tout le même récit. Hein. Ça, c'est complètement différent. Mais voilà, on est en plein dedans. Vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Denis ce week-end. Et puis on a des personnalités politiques que je ne nommerai pas, mais bon, c'est assez difficile, assez aisé de savoir qui c'est, qui vont prendre la parole et dire, de toute façon, Saint-Denis, c'est pas la France. Ça fait longtemps que ce n'est plus la France. Voilà. Parce que, bah oui, s'il y a eu des problèmes au Stade de France lors de la finale de la Champions League, c'est parce que, voilà, ce sont des racailles, enfin, ce sont des termes. On voit encore qu'on a un ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui est nommé, et en 2022, soudainement, ça devient quelque chose d'horrible. Enfin, bon. Donc, effectivement, il y a un retard, enfin, il y a un retard. Je ne sais pas si c'est un retard, mais il y a un refus d'aborder ces questions, et je crois que c'est plutôt à celles et ceux qui sont ici de
d'œuvrer, enfin de ne pas attendre que la communauté internationale fasse quelque chose. Voilà. Alors, il y a une question, c'est parce que je trouve intéressante. Je vais lire en entier parce que je crois que c'est voilà. Quelle objectivité trouver un rapport entre écologie et décolonisation? Pensez-vous possible d'établir un programme écologique durable, pérenne et économiquement compatible avec les enjeux internationaux contemporains sans la France? Les Outre-mer sont-ils capables d'assumer une programmation écologique sans l'appui d'une métropole forte et concurrentielle sur la scène internationale? Départie de la France, elle serait au mieux un cloaque économique incapable de faire face aux défis écologiques, au pire des zones accaparées par d'autres empires qui, loin de partager les préoccupations françaises en matière d'écologie, les exploiteraient au service d'un capitalisme qu'elles sont très loin de connaître pleinement. La souveraineté française dans ces Outre-mer, si elle est contestée par les populations locales du fait notamment de leur éloignement avec la métropole, paraît toutefois bien pratique lorsqu'il s'agit de faire valoir des droits en justice. La justice de la République est la même partout, sauf à tenir compte des coutumes locales. Il n'y a pas d'oppression juridique des populations, à différencier du législatif. Donc clairement, c'est une question qui questionne. Donc voilà, je remercie la personne de l'avoir posée, qui questionne un peu les arguments que je défends et que je propose. Et il y a, mais qui en même temps, dans la manière dont on s'est formulé, contient déjà les problèmes que je veux montrer. Quand on dit les Outre-mer sans la France, juste cette phrase, bien qu'elle soit culturellement et participe dans l'imaginaire politique de la France, constitutionnellement, elle ne fait pas sens. Officiellement, si on en croit la Constitution, quand vous posez pied en Martinique, quand vous posez pied à La Réunion, vous posez pied en France. Donc, d'une certaine façon, mais c'est une vraie difficulté. Cette difficulté, quand je parlais du mot outre-mer, hexagone, métropole, c'est que ces enjeux, ces tensions sont entrés dans le langage et qu'il y a une vraie difficulté à savoir comment on parle de ça. Mais il y a aussi un mythe, l'idée que la seule issue possible pour ces territoires est d'être éternellement préservés par, du coup, entre guillemets, la métropole. C'est une vision qui fait écho à ce qu'on a appelé notamment le shell-sharisme. Petit aparté, la France a été aussi un empire colonial esclavagiste qui a du coup instauré l'esclavage, mais qui aujourd'hui ne célèbre, voilà, ne se souvient, ne se commémore que le côté la France a aboli l'esclavage. Et bien sûr, vous avez suivi durant 2020 le Black Lives Matter Movement, où des personnes en Martinique notamment ont déboulonné des statuts, en particulier la statue de Victor Schœlcher, qui est certes un abolitionniste qui a œuvré fortement pour l'abolition de l'esclavage, mais le schœlcherisme est cette idéologie qui dit que la France, de manière très, donc l'empire colonial, de manière très généreuse, a voilà, voulu libérer ces pauvres êtres qui ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. Et je crois que c'est une position qui est particulière parce qu'elle prend pour acquis que sans les rapports outre-mer et hexagone, alors les outre-mer ne pourraient rien faire. Je crois que beaucoup de groupes et de personnes dans les outre-mer ne seraient pas d'accord avec cette idée, mais je crois qu'il faut aussi avoir en tête l'histoire au long cours de comment on a façonné ces territoires. La colonisation française, notamment de la Martinique et de la Guadeloupe, était conditionnée à ce qu'on appelle le principe de l'exclusif. C'est-à-dire qu'on tue, on chasse, on décime les populations, les peuples locaux qui y habitaient, Taïno, Kalinago et autres, on déforeste et on instaure une manière d'habiter, ce que j'appelle l'habiter colonial, dont la production a pour but unique
d'approvisionner à l'époque du coup la métropole. Ça veut dire qu'à aucun moment ces territoires n'ont été pensés dans une forme de souveraineté alimentaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, on n'est pas souverain en termes alimentaires. On n'arrive pas à nourrir nos étudiants, nos élèves. On n'arrive pas à se nourrir nous-mêmes. Donc même des plats de la tradition, les ignames, la production d'ignames en Guadeloupe a chuté. Donc on a installé, en fait, on a créé ce qui aujourd'hui paraît comme évident, on a créé un rapport de dépendance énergétique, alimentaire, et on pense, mais ça c'est un produit de la colonialité, du colonialisme, on pense que sans l'ancienne puissance coloniale, rien n'est possible. Donc l'avenir nous le dira, moi je pense que ce n'est pas le cas. Cela dit, la question que pose votre camarade reste entière. Comment envisager, si c'est le cas des peuples, par exemple antillais, comment envisager l'indépendance cette question reste entière de savoir comment faire face à un monde qui est globalisé, face à des superpuissances comme les États-Unis qui sont à côté. Les États-Unis, d'ailleurs, qui à un moment donné, après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, voulaient récupérer la Martinique. Mais quel type, est-ce que si on atteint ou on souhaite une indépendance, on va reproduire une forme de société libérale capitaliste et vendre un peu les espaces qu'on essaie de préserver, etc., etc. Bon, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon. La même personne, les contaminations des populations dans les outre-mer du fait d'exploitation et de travaux toxiques sur les sols ne sont pas du fait de la colonisation. Car, vous excuserez la palissade, ces territoires ne sont pas des colonies, juridiquement. Ces cas sont donc à traiter sur un pied d'égalité avec d'autres affaires de contamination, telles le sang contaminé, l'amiante. Voilà. Retenir une culpabilité administrative implique exercer le droit de la République. Comment exiger un changement de politique environnementale de la part de la France en établissant la colonisation des Outre-mer, donc en la désirant se terminer? Bon, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais là, la distinction entre colonisation et colonialité peut répondre à votre camarade. Où on peut très bien dire que non, la colonisation, historiquement, stricto sensu, est terminée, mais que les rapports, la colonialité reste présente. Voilà, Alors, comme il y a des questions qui se répètent, je passe. Une autre question, quelle est la différence entre colonialité du pouvoir et colonialité du savoir? Pardon, désolé. Hop. Comme j'ai dit tout à l'heure, Aníbal Quijano fait partie et a initié un groupe de chercheurs et militants sud-américains qui comprennent des auteurs comme Walter Mignolo, Catherine Walsh, Nelson Maldonado Torres, qui ont développé, et Arturo Escobar, qui ont développé un ensemble de théories autour de cette question de la colonialité. Et la personne qui pose la question y répond aussi dans la même façon, que il n'y a pas que le pouvoir, la compréhension du pouvoir qui est imprégnée de colonialité, et c'est un peu le sens de l'article de Quijano, de montrer que toutes les sphères d'échange, d'existence vont être imprégnées de la colonialité. Et qu'on peut, décliner la colonialité dans plusieurs sphères, y compris celle du pouvoir, y compris celle du savoir, y compris celle du genre. Il y a un très bel article de Maria Lugunes là-dessus, qui s'appelle « La colonialité du genre ». D'ailleurs, elle reproche à Quijano d'avoir un peu trop pris comme acquis l'existence même de ces catégories quand il parle de colonialité, y compris la colonialité de l'être. Donc, rapidement, ce sont des différentes modalités d'une même pièce, on va dire. Alors, je ne sais pas si ça marche, hein, mais parce que j'en suis à la page 3.
En lisant votre texte et celui de Kikrano, je vois beaucoup de similitudes avec des logiques de pouvoir exercées par certaines entreprises capitalistes globales sur les territoires ruraux en France métropolitaine, éradiquant certains savoirs et pratiques tout en produisant des formes d'exploitation sur les corps, eux-mêmes victimes de l'hégémonie produite par ces entreprises. Existe-t-il des travaux faisant le lien entre ces deux formes de domination-exploitation, ou est-ce selon vous problématique d'utiliser des concepts décoloniaux pour parler de territoires et de corps qui ne sont pas à proprement parler colonisés? Alors, très bonne question. Je sais qu'il y a un article, j'aurais lu avant, je l'aurais retrouvé, qui utilise le cadre théorique de la décolonialité pour parler de certaines zones rurales en hexagone, notamment sur la paysannerie. Et pourquoi pas? Moi, je n'y vois pas de problème, à la condition que ce ne soit pas une façon d'aplanir les rapports, les inégalités qui vont perdurer, par exemple, même entre paysans au sein de l'Hexagone et paysans qu'on va retrouver dans certains autres pays, par exemple au Brésil, il y a plusieurs formes de domination sur Terre, mais tout le monde n'est pas dominé de la même façon. Et il y a des nuances. Je prends un exemple, par exemple Notre-Dame-des-Landes, que certains de vous connaissent très bien, et qui est pour moi un exemple remarquable, fondamental dans le paysage de la pensée, la pratique écologiste en France hexagonale. Mais d'autres personnes se disent, bon, on respecte et on admire les luttes, surtout on a tous été émus quand ils ont été délogés en partie par les forces de l'ordre il y a quelques années de cela. Pour autant, certains questionnent la possibilité d'agir de la sorte pour des personnes racisées. Que peut-être, il y a Amandine Gay qui a cette formule dans un ouvrage en soutien à Notre-Dame-de-Landes, disant imaginez-vous 200 personnes arabes et musulmans noirs qui occupent un terrain et qui se mettent à faire quelle aurait été la réponse étatique et policière à cela. On ne saura pas, peut-être, en tout cas pas à présent, mais ce qui fait que il ne faut pas aplanir les inégalités, les formes de hiérarchie qui existent. Par contre, au contraire, moi je pense qu'il y a des liens à tisser. Voilà. Je pense qu'il y a des liens à tisser entre les formes de lutte qu'on va trouver ici en Hexagone et les formes de lutte qu'on va trouver dans les Outre-mer et ailleurs à l'étranger. Voilà. Alors, que pensez-vous des mouvements de retour à la Terre actuels? Certains parlent de militantes d'écologie radicale. Cependant, il ne me semble pas que cette mouvance s'inscrive dans une écologie décoloniale. C'est un immense privilège que de quitter la pollution urbaine pour s'installer en agriculture biologique. Alors, je rejoins ce constat. Je ne sais pas si c'est immense, parce que parfois, c'est des façons de survivre, en fait, de pouvoir, entre guillemets, retourner à la Terre et peut-être s'orienter vers une forme, même si c'est à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la maisonnée, de souveraineté alimentaire. Pour autant, moi, le problème que j'ai, ou la question, c'est le terme du retour. Et c'est un terme qu'on va retrouver dans plusieurs courants et mouvements de pensée de l'écologie, et la question que je pose toujours, c'est que font les personnes qui veulent retourner à la Terre de l'existence de celles et ceux qui ne sont jamais partis, ou qui sont déjà là. On peut faire écho, par exemple, à ce livre qui est assez célèbre de Bruno Latour, Où atterrir, où la réponse qui lui est faite, c'est mais que faire de celles et ceux qui n'ont jamais décollé? Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut véritablement penser.
Est-ce que ces retours vont être un signe d'une nouvelle forme d'inégalité ou de domination de celles et ceux qui sont déjà là? Ou au contraire, est-ce que ça va donner lieu à des rencontres, à des conditions d'égalité, dignes de vie? Et historiquement, les retours à la Terre, et notamment, bon, de toute façon, historiquement, le développement de la pensée environnementale a été ancré dans des biais racistes, avec la création des premiers parcs naturels, bon, je dis parcs coloniaux, mais où on voit très bien qu'il ne s'agissait pas uniquement de retourner à une dite nature vierge, ça c'est le mythe de la wilderness aux États-Unis, mais il s'agissait aussi de retourner à une nature dite racialisée, qui était explicitement conditionnée à l'exclusion d'un ensemble de peuples anciennement colonisés, survivants de génocide, de ces espaces. Vous n'avez qu'à voir quelqu'un comme John Muir aux États-Unis, qui parle de la wilderness comme étant quelque chose de propre face à des Indiens qui sont sales. Et l'exclusion n'est pas uniquement de ces espaces, c'est de ces espaces, de la possibilité de jouir de ces espaces aussi en tant que personne racisée, de la possibilité de participer à la gestion de ces espaces. Le livre de Guillaume Blanc, L'invention d'un colonialisme vert, ou le colonialisme vert, l'invention d'un Éden africain, montre très clairement, en prenant 2 cas d'études, les Cévennes en France et plusieurs pays d'Afrique de l'Est, en montrant que autant dans les Cévennes, on a une vision de la nature où là, les bergers, la présence humaine est valorisée, fait partie du patrimoine, est quelque chose de célébré, tandis que dès lors qu'il s'agit de penser le même parc avec les mêmes institutions, alors il faut évacuer les locaux pour pouvoir protéger la dite nature. Donc, pour revenir à la question plus précise, dès lors que le retour à la Terre ne participe pas ne reproduit pas des formes de violence avec des personnes qui peut-être ont acquis certains réseaux, certains capitaux que ceux qui sont partis, ceux qui sont restés n'ont pas, alors là, ça peut être intéressant. Alors, autre question, étant donné l'absence de la question ultramarine dans les mouvements et discours de l'écologie politique en France, de quelle façon se construit le militantisme écologique dans les Outre-mer? Comment ces objets et ces enjeux diffèrent de ceux observés en France hexagonale et quel rapport entretient-il avec les mouvements écologistes hexagonaux? J'enchaîne aussi. Comment l'écologie politique française reçoit-elle la critique adressée concernant son incapacité à penser la question ultramarine et donc sa colonialité? Quels sont les acteurs qui démontrent aujourd'hui une volonté de dépasser la double fracture de la modernité et ceux qui choisissent de se conforter dans celle-ci? À la première question, finalement, comment la question écologique se pose dans les Outre-mer, comment on se construit de manière différente de ce qu'on observe en France hexagonale. La réponse, on l'a encore d'une certaine façon par l'article de Hannibal Quijano. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à lire et à rencontrer des militants et à lire des auteurs et des autoristes de la pensée écologique en France, c'est l'absence de la question coloniale et de la question de l'esclavage. L'absence de la question coloniale et de la question de l'esclavage comme enjeu structurant du rapport à la Terre et du rapport au monde, comme enjeu qui mérite d'être engagé pleinement dès lors qu'on veut avoir une vision ou une pensée de l'écologie. L'écologie, c'est-à-dire une pensée de la Terre et du monde. Et cette vision qui est dépolitisante, il y a beaucoup de travaux là-dessus, qui peut être dépolitisante à tout niveau, peut se retrouver dans les Outre-mer. Donc on peut avoir des associations naturalistes, notamment par exemple en Guyane, qui vont se dire, bon voilà, ou à Mayotte, bon, nous voulons préserver les oiseaux, nous voulons préserver la mangrove, le problème étant que les habitants, en fait, ça ne les intéresse pas, ils ont faim, ils polluent, voilà. Ce sont des discours qu'on entend beaucoup, et au final, on arrive à une méfiance réciproque où les habitants se disent, mais qui sont ces gens
qui viennent dites préserver la nature et en fait qui ont des propos parfois empreints de colonialité à notre égard. Cette distinction, ces différences, c'est ce que j'appelle la double fracture de la modernité. Bon. Mais on retrouve quand même ces discours. Cependant, les associations qui ont été les plus fortes, et j'en pense à une en particulier en Martinique qu'on appelle la Sopamar, est une association qui a réussi à faire cette jonction entre confrontation avec l'histoire, le legs colonial, et confrontation avec cet impératif de préserver les conditions de vie sur Terre. Avec un raisonnement assez simple, se dire on ne peut pas vouloir acquérir une souveraineté, une autonomie, sans avoir en même temps une vision de ce qu'on veut faire de ces terres. Autrement dit, il était impossible de se confronter à la question écologique sans passer par une confrontation avec cette émancipation postcoloniale. D'ailleurs, une autre version de cette double fracture est le rapport ou l'usage qui va être fait dans les discours écologistes en France hexagonale des figures des peuples autochtones ou des peuples, voilà, je parle sous le contrôle d'une spécialiste, mais vous vous souvenez des feux, vous vous souvenez des méga feux en fait qui ont défrayé la chronique en 2019-2020, où dans un premier temps on parlait de l'Amazonie qui brûle, de l'Australie qui brûle, et on minorait en fait la place et le fait qu'il y a aussi des communautés, différentes communautés en Amazonie aborigènes qui aussi souffrent en premier lieu de ces feux, mais qui, comme Barbara l'a montré dans un article, qui ont aussi mis en place qui avaient mis en place des technologies, des moyens avec des petits feux de lutter contre ces méga feux, etc. Mais quand bien même ces moyens sont reconnus, il reste encore une perception de l'aborigène comme voilà, en fait, ils sont intéressants qu'à partir du moment où ils ont les solutions à ce que nous considérons comme un problème. Donc ça reste encore une vision, à mon sens, extractiviste du rapport, au peuple autochtone, alors que, à mon sens, on ne peut pas avoir des discours sur la préservation des écosystèmes de la planète sans en même temps reconnaître les conditions et les exigences et des demandes de justice de tous les peuples autochtones de la Terre. Donc on veut très bien regarder, il faudrait vivre, entre guillemets, ça c'est en harmonie comme les peuples autochtones le font, sans pour autant reconnaître la colonialité qui font que beaucoup de ces peuples sont aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles, y compris ici même, quand je dis ici, je parle de la France en tant qu'État multisitué, avec notamment les peuples, les Marrons en Guyane, les Boni, avec les Kalina, et encore une fois, je renvoie aux travaux de Barbara dans son dernier livre. Bon. Et comment l'écologie politique française reçoit-elle la critique adressée concernant son incapacité à penser la question ultramarine? Alors, je ne pense pas que ça soit une incapacité, je pense que c'est possible. Ce que je vois, c'est que la critique que l'on fait avec Mélissa Manglou dans ce livre, que je fais dans mon livre, ce n'est pas une critique nouvelle. Hein, ça, c'est publié en 2021, mon livre en 2019. Ce n'est pas... le développement, vraiment l'essor des partis politiques, des associations écologistes dans l'Occident, c'est la seconde partie du XXe siècle. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ces espaces étaient bien moins divers que le reste de la société. Donc cette critique n'est pas nouvelle. Et moi, je pense qu'une question à laquelle j'essaie de répondre à un moment donné, qui est encore plus intéressante, c'est pourquoi, sachant ça, très peu de choses ont changé. Parce que ça fait des dizaines d'années, en fait, que c'est... Moi, j'admire beaucoup le parcours, le récit, les discours de Greta Thunberg. Mais ça fait des dizaines d'années qu'il y a plusieurs Greta Thunberg qui existent dans le monde. Mais
pourquoi c'est une Greta Thunberg qui capture plus que les autres quelque chose de l'ordre de ce auquel nous sommes tous confrontés. Et je pense qu'il y a, voilà, c'est une question qui mérite beaucoup plus de temps, mais qu'il y a plusieurs biais qui expliquent que cette critique n'est pas perçue comme un obstacle au développement de la pensée écologique en France. Qu'au contraire, ça devient quelque chose de... pour moi, ça devient même quelque chose d'une sorte de... Bon, voilà, ah oui, c'est vrai, on n'est pas trop divers. Bon. Mais au fond, vraiment, ça ne change rien. Moi, j'ai entendu des personnes qui m'ont après invité en me disant « Ouais, bon, on veut m'être invité pour parler de l'écologie coloniale. Oui, on sait, on n'est pas très divers, mais après, voilà. » Et en fait, je crois qu'on ne prend pas cela très au sérieux. Enfin, mis à part quelques-uns, j'ai pas vraiment... et pas au sérieux dans le sens où on la reçoit, mais au sérieux dans le sens que ça n'induit pas nécessairement un changement de pratique. Et pourquoi cela est inconséquent? Voilà, pour reprendre les propos de l'article, c'est vraiment pour deux raisons. D'une part, inconséquent politiquement vis-à-vis du fait que les citoyens ultramarins sont des citoyens français aussi, mais précisément par rapport au contenu et à la présence de ces écosystèmes qui font aujourd'hui la fierté de la France. Hein. Un corail sur 10 au monde est dans des eaux marines françaises. Un atoll sur 5, hein, c'est voilà, 80% de la biodiversité française, 98% de la faune et flore endémique se trouve dans ces espaces. La France est aujourd'hui le deuxième pays marin avec 11 millions de kilomètres carrés derrière les États-Unis. Donc, et pourtant, l'un des biais, par exemple, structurels, hein, on a eu un premier tour dans les élections présidentielles où les Outre-mer ont voté majoritairement en faveur d'un candidat de la France insoumise, qui même aurait été élu au premier tour. Bon, c'est pas pour faire la politique, mais on voit que c'est 2,7 millions d'habitants, que électoralement, on se demande si ça... Voilà. On ne fait pas le poids, entre guillemets. Et en même temps, ce sont ces territoires et ces personnes qui sont les premières à garantir ces écosystèmes. Et là, on a un système politique qui ne prend pas en compte, ou un système électoral qui ne prend pas en compte, entre guillemets, c'est peut-être controversé, mais les voix de ces écosystèmes, les voix qui sont dans ces territoires. Donc, peut-être, mais ça c'est des réflexions lancées, peut-être il faudrait réfléchir à voir comment donner une réponse politique concrètement à cet état que 80% de la biodiversité française se trouve dans l'outre-mer. Parce que le budget du ministère de l'Environnement, c'est pas 80% sur l'outre-mer. Comment au-delà et sortir de la seule approche qu'on sait dire regardez, nous avons tous ces territoires, regardez, nous avons qui est une forme d'exotisme. Bon. Alors, si vous avez des questions, même si j'en ai déjà, vous pouvez aussi. Ah ben voilà. J'ai posé la question en admettant que je n'ai pas la réponse. Mais c'est une question, qu'est-ce qu'on fait de cela? Je crois que si la crise écologique dans laquelle enfin, je ne sais pas si on peut dire encore crise, mais la condition dans laquelle nous sommes nous apprend quelque chose, c'est que les institutions politiques que nous avons, notamment par exemple la durée des mandats, ne sont peut-être pas adaptées que le temps politique, par exemple, n'est pas le temps écologique et qu'il y a une nécessité de repenser ces institutions politiques pour pouvoir faire face à ces différents enjeux, dont le réchauffement climatique, etc. Donc on le pense déjà, ça, il y a des travaux, notamment Bruno Villalba, qui pense en fait cette distinction entre temps politique, temps écologique. Et, voilà, il y a
Bruno Latour qui essaye de repenser ce que serait un parlement des choses, enfin bon voilà, même si c'est critiqué, mais... Et moi je pense qu'il y a quelque chose à... Là pour le coup, pour la France, de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on considère que les ultramarins ne sont pas capables de prendre soin de cette biodiversité et que du coup on garde quand même un regard qui est très enfin qui vient de loin. Enfin, c'est une question qui moi je pense devrait avoir une réponse politique que pour l'instant je n'ai pas vu venir. Mais alors, vous affirmez ne pas vouloir faire de procès d'intention aux auteurs que vous citez en début d'article, et en même temps, vous les accusez de véhiculer un imaginaire national de la France qui glisse sous le tapis, alors il cite son passé colonial, esclavagiste et impérial. L'invisibilisation des Outre-mer n'est donc pas délibérée, mais elle existe de facto comme conséquence de ces travaux sur l'écologie politique française. Alors c'est une question. Oui, et je crois qu'il est important de faire la distinction entre, par exemple, je fais un pas de côté, mais si on parle de la question du racisme, donc il me semble que vous avez déjà en parlé, il ne s'agit pas uniquement de ce que telle ou telle personne pense individuellement, ou si telle ou telle personne en tant que telle est raciste. Enfin, ça pose problème bien sûr, mais là la question est plutôt au niveau de l'organisation, au niveau structurel, au niveau du racisme structurel et systémique, qui fait que il n'est pas nécessaire d'être raciste pour se retrouver privilégié dans une société qui a des fondations racistes. La question est plutôt de savoir est-ce qu'il y a des politiques qui visent à lutter contre ça. Et je crois que, donc c'est pour ça que je ne fais pas un procès d'intention. Je parle pas, donc, et les collègues auxquels je fais des références, certains voilà, que je fréquente et que je connais, je n'ai pas décelé une intention de marginaliser les Outre-mer de leur part. Il se trouve que dans les pratiques et dans les façons de faire, effectivement, il y a le maintien d'une invisibilisation. Et c'est précisément, et ça je le dis aussi dans le livre, c'est précisément parce que c'est non intentionnel que ça devient un problème structurel. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, parce que j'essaie de ne pas reprendre des... Une des raisons majeures n'est-elle pas que ce qui se passe aujourd'hui dans les Outre-mer n'impacte pas les habitants de la métropole, tandis que le contraire est faux? En outre, vous rappelez ce fait qui est que les Outre-mer d'aujourd'hui sont aux prises avec leur héritage colonial. Or, cet héritage colonial est invisible pour les habitants de la métropole, d'où l'invisibilisation. De plus, est-ce que le simple fait d'être français sur le plan administratif et juridique suffit pour se sentir concerné par ce qui se passe à des milliers de kilomètres de la métropole? C'est-à-dire avoir un sentiment d'appartenance commun avec des populations qui nous sont si éloignées, donc étrangères, plus qu'avec n'importe quel autre territoire non français. Alors ça, c'est intéressant comme question. Vous savez, je parlais du langage, hein, et on voit bien que même dans le langage, la façon dont la question est formulée, on a l'impression que les Outre-mer ne sont pas français, que les habitants des Outre-mer ne sont pas français. Hein, parce que est-ce que le simple fait d'être français, donc sur le plan administratif et juridique, suffit pour se sentir concerné par ce qui se passe à des milliers de kilomètres de la métropole? Et dans la façon de formuler la question, on place les Français dans l'Hexagone, donc ce que la personne appelle la métropole, et on place, non pas, on passe des populations qui sont éloignées, donc plus étrangères. Donc, là, il y a une distinction qui peut être utile,
euh, distinction qui n'est pas faite, mais qui Crano en parle dans la construction des États-nations, où la construction des États-nations est passée par une homogénéisation, mais aussi une forme d'identification socio-raciale des citoyens. Et la distinction qui doit être faite est entre l'État et la nation. Et le problème étant que le rapport à l'État en France, c'est-à-dire le fait d'avoir un certain nombre de droits, le fait de pouvoir être traité comme un citoyen, a été conditionné à une appartenance à la nation. À une appartenance à... Voilà. Donc d'une certaine façon, on peut se dire, peu importe que... il n'est pas nécessaire que tout le monde ait la même culture, le même sentiment de communauté pour avoir les mêmes droits et pour pouvoir revendiquer une même citoyenneté. Et c'est ça la difficulté du républicanisme franco-français, c'est que on va dire bon ben si vous n'êtes pas si vous n'appartenez pas à la nation française, alors le rapport avec une idée de ce que c'est qu'une nation, on voit bien, une idée aussi géolocalisée, alors le rapport à l'État vous sera différent. Et on voit bien d'ailleurs comment, enfin, on pourrait avoir une discussion sur comment cette construction est différente. Parce que c'est dans l'actualité, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit très bien qu'il y a des groupes qui sont encore dominés, exclus, qui subissent un ensemble de discriminations racistes et parfois des crimes de masse extrêmement violents. Mais dans l'appellation, on va parler de African American. C'est-à-dire que la manière de les dominer ne va pas passer par une exclusion de la nationalité américaine. Tandis qu'en France, ça va être plutôt... vous n'êtes pas français. Enfin, la question va être d'abord, est-ce que vous êtes français? Et après, est-ce que du coup on peut avoir un rapport de citoyen avec vous? Alors, la personne cite un ensemble de textes qui traitent d'écologie, donc j'ai fait référence à Edouard Glissant, Maryse Condé, Aimé Césaire, Patrick Chamazo, Chantal Spitz, Tito Apo. D'enseignants-chercheurs et dans une université locale qui parlent de l'écologie. Et elle dit, vous reprochez donc uniquement à certains livres écrits en métropole de ne pas parler des problèmes dont ces travaux traitent. Cela me semble relever des problématiques relatives à l'épistémologie du point de vue. Donc c'est une question intéressante. Est-ce que la critique qui est faite à l'écologie politique française est uniquement question de point de vue? Là, moi je pense que non. Il y a de ça aussi. Mais pourquoi? Parce que je pense que le discours écologiste a quelque chose de singulier. Parce que c'est un discours qui a en son sein une vocation universelle. Universelle, en tout cas une vocation globale, hein, quand on parle du changement climatique en France, depuis la France, hexagonale, quand on parle du changement climatique, on tient un discours sur l'ensemble de la Terre. Quand on parle de l'Anthropocène, on a un récit historique des humains sur Terre qui comprend l'ensemble de la Terre. Et du fait de cette revendication implicite ou explicite d'avoir un discours global, et qu'au sein de ce discours global, il y a des espaces qui sont marginalisés, là, pour moi, il y a une inconséquence. Une inconséquence qui, pour moi, traduit un biais qui est lié à la colonialité du savoir. Bon. N'hésitez pas, je vous sens vous endormir parce que je ne vais pas avoir je vais pas pouvoir tout dire.
C'est un exercice qui n'est pas évident, hein, de vraiment prendre vos questions. Oui. Oui, vous avez une approche qui consiste à retourner, mettre en lumière les écologies politiques des Outre-mer pour penser l'écologie politique française de manière plus, pas globale, mais plus, comment dire, complète, voilà. Et ce que je me demande, c'est que je trouve ça très intéressant de justement faire varier les échelles et aller s'intéresser à l'ensemble du territoire français. Après, la question écologique, du coup, c'est un enjeu qui est mondial et international. Et comment est-ce qu'une fois que, dans l'idée où même le territoire français serait plus en capacité de penser son écologie politique à l'échelle de l'ensemble de son territoire et de sa biodiversité, comment est-ce qu'ensuite, à l'échelle mondiale, on agit, en fait, on fait de l'action? Est-ce qu'on réinclut des dispositifs sur l'ensemble des territoires qu'on regroupe à l'échelle internationale dans des groupes, dans des ensembles je ne sais pas si ma question est très claire. Mais... Merci pour la question. Quand j'ai parlé de l'Observatoire Terre-Monde, j'ai bien dit que l'horizon, le but n'était pas de se refermer sur les Outre-mer, mais au contraire d'ouvrir. D'ailleurs, le numéro, c'est écologie politique depuis les Outre-mer, et c'est pas écologie politique française depuis les Outre-mer, parce que je pense qu'effectivement, tout discours d'écologie politique a quelque part cette vocation de parler de... deux choses. La première chose, c'est que, et je le dis un moment on le dit dans l'article, c'est que on ne peut pas penser l'écologie politique depuis la France, dans son sens le plus complet, sans en même temps réimaginer ce qu'on entend par France, ce que c'est que la France comme État. Et là, systématiquement, même dans le discours parce que ça fait partie du langage, en fait, c'est pas quelque chose dont on sort facilement. Quand on dit France, on a toujours et encore en tête un espace localisé en un point unique. Que serait que penser un pays qui est littéralement multisitué? La France est dans 3 continents, 3 océans, pardon. Qu'est-ce que ce déplacement dans la manière même dont on conçoit le pays produirait? Et pourquoi c'est important? Parce que tous ces discours parlent aussi implicitement, explicitement de monde, du monde, peu importe le sens qu'on veut mettre derrière le mot monde. Mais alors, qu'est-ce que cette façon de faire, de parler du monde sans une partie de celles et ceux qui composent le monde? Et y compris quand cette partie-là dont on pointe est censée être aussi nos concitoyens, concitoyennes. C'est un peu l'enjeu pour moi de dire il s'agit de faire monde en changeant le monde. Et ne pas reposer sur des arguments technicistes qui vont dire bon ok voilà, il y a des slogans militants qui vont dire tout ce qui est fait sans nous, pour nous et contre nous. Il s'agit pour moi d'imaginer même cet autre monde dans les manières même de changer le monde. Bon, donc finalement, la critique que je fais était une invitation. Ce n'est pas tant une. Je ne me complais pas dans une posture qui consiste à dire vous ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça. C'est un point de départ. Et c'est une main tendue à dire bon voilà, élargissons, réfléchissons, comment peut-on recomposer. Et le problème, c'est que mais comme dans tout, il y a des résistances. Il y a des personnes qui vont. Ou des journaux qui vont avoir plutôt une attitude, mais vous êtes la personne qui divise, etc., etc. Bon. Et la question qui était qui disait
est-ce que le fait d'être français suffit pour se sentir concerné par ce qui se passe des milliers de kilomètres dans la métropole, c'est-à-dire avoir un sentiment d'appartenance commun avec des populations qui nous sont si éloignées et donc étrangères, plus qu'avec n'importe quel autre territoire non français. Cette question est aussi intéressante. On a tous nos biais, c'est pas ça le problème. Mais parce que ça permet de pointer un biais qui est, non pas, cette fois-ci, non plus les relations politiques, mais les relations matérielles. Je prends un exemple des personnes qui vont vous servir à manger ici, mais prenons l'exemple de certaines denrées, de certains produits. Quelle est cette attitude de se dire qu'on va avoir aujourd'hui un régime alimentaire en France hexagonal où chaque Français consomme en moyenne plus de 10 kilos de bananes par an, mais que les citoyens français qui sont situés à 8000 km sont encore perçus comme étant étrangers. Parce que la banane, elle n'est pas étrangère. Pourquoi ? Parce que la banane, comme d'autres fruits, est un produit colonial qui a été mis en place à partir de 1900, qui consistait à valoriser les colonies, mais pour que la France puisse avoir aussi une meilleure idée d'elle-même après les défaites contre les Allemands avant. Mais on a créé en fait un imaginaire colonial. On a créé un imaginaire colonial où ça va de soi que d'autres contrées, d'autres pays anciennement colonisés puissent produire des choses qui nous sont servies sur un plateau sans qu'on ait à se soucier des conditions de production de ces choses, sans qu'on ait à se soucier des personnes qui ont produit ces choses, y compris quand elles ont participé, y compris quand ces personnes ont participé à défendre la France pendant les Premières et la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait partie de ce roman national auquel beaucoup de forces politiques et d'habitants encore en Hexagone ont du mal à lâcher prise. Alors qu'en fait, tous les groupes qui aujourd'hui luttent pour l'égalité des droits, c'est ça en fait. Quand on milite contre le racisme, quand on milite sur l'égalité des genres, en fait on lutte pour l'égalité des droits. C'est qu'on veut toutes participer à ce monde commun. En fait, il y a peut-être cette crainte que, et on l'a vu encore dans la campagne présidentielle, où une des candidates d'un parti de droite disait nous n'avons pas à s'excuser de la colonisation, nous n'avons pas, voilà, ce n'est pas un crime contre l'humanité, etc., etc., etc. C'est que peut-être qu'il y a une question à se poser. Qu'est-ce que ça fait collectivement de conserver une identité qui doit maintenir un regard, une forme de fierté d'avoir colonisé d'autres peuples. C'est peut-être... Et je pense qu'il y a d'autres... Je pense qu'un autre récit n'est peut-être tout aussi valorisant pour tous les Français. Je pense qu'il y a d'autres manières d'être français, d'être au monde, qui peuvent être aussi symboles de fierté ou autres, mais dans des conditions d'égalité. Bon. Je trouvais intéressante, c'est page, je ne sais pas ce que tu en penses, page 6 en bas. Pourriez-vous commenter le projet de Forensic Architecture sur le racisme environnemental en Louisiane? Le projet a non seulement documenté la pollution des sols, des eaux liées aux emprises pétrolières, peut-être l'entreprise, je ne sais pas, mais a aussi fait état des dizaines de cimetières non répertoriés de personnes mises en esclavage. La topographie historique de la Death Valley souligne l'importance de la présence française dans les modes d'appropriation et d'exploitation. Et la deuxième question est liée. Comment appréhender le fait que nous partageons un vocabulaire subversif avec des urbanistes, des paysagistes, des architectes, des PLG, comme aussi le mouvement Forensic Architecture, qui redonne à la ville de métropole son nouveau visage. La reformulation du rapport entre la nature et l'urbain, tout en mobilisant des notions d'inclusivité, de diversité et de construction durable, peut-elle être comprise comme un réagencement de la forme urbaine coloniale à l'aune de l'Anthropocène? Et je pense au fait que, enfin, tu connais
c'est Forensic Architecture qui a aussi fait des cartographies des essais nucléaires en Polynésie française. Et donc, voilà, toi aussi, tu as souvent été invité par des écoles d'art, d'urbanisme et de design. Comment est-ce qu'on travaille maintenant, pour résumer là, avec toutes ces disciplines, et qu'est-ce que ça apporte de plus et d'espoir aussi, d'action par rapport aux sciences sociales classiques? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je crois que ce que ça apporte déjà aux sciences sociales, c'est un type d'enquête qui est fait. Donc là, c'est pas le projet Forensic Architecture, mais c'est un site qui détaille les différentes formes de pollution, pas que, voilà, qui sont causées dans ce qu'on appelle le Cancer Alley vers le sud des États-Unis. La façon dont ça affecte de manière disproportionnée certaines populations, certains groupes. Et ce qui est intéressant pour les sciences sociales, c'est pour moi le type d'enquête qui est faite, dans le sens où ça passe par beaucoup de documentation. Et donc la personne parle de racisme environnemental, qui est un terme qui commence un petit peu à être abordé ici en France, mais qui a commencé depuis la fin des années 70 aux États-Unis. Et l'une des façons dont ce terme est venu, c'était à la suite d'une enquête faite par une église et un révérend qui s'appelle Benjamin Chavis, et qui essaie de comprendre pourquoi systématiquement des communautés, les emplacements de décharges toxiques vont être placés à côté de là où vivent des communautés noires, latinos. Et ils font comme ça se fait, ils ont fait une enquête, ils ont interrogé des comités, voilà, de conseils territoriaux qui choisissent, etc. Et chaque comité dit bah non, mais moi je ne suis pas raciste, etc. Parce que, et c'est là qu'on voit sur la question de l'intention. Mais donc ils ont analysé les différents facteurs, la classe, l'âge, etc., et la race, et ils ont déterminé que le facteur fondamental était celui de la race, qui permettait de... Et donc, ils ont fait un rapport et qui a donné lieu après à d'autres rapports. Et je pense que voilà, le projet Forensic Architecture aussi s'inscrit dans ce projet. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tom Davis, Thom, plus loin Davis, qui aussi fait ce type de travaux. Autre chose aussi avec ce que ça a posé en termes d'enquête. Là, je pense au terme de slow violence qui a été proposé par Rob Nixon, qui est en fait une enquête sur les formes de violence lente. Alors, et c'est beaucoup plus complexe que juste une violence qui s'étendrait sur un temps long, mais ce sont des violences qui sont invisibles et dont notamment les violences liées aux pesticides, qui sont liées à l'exposition chronique et non pas à l'exposition violente spectaculaire. Mais voilà, qui aujourd'hui occupe un ensemble de chercheurs et en sciences sociales sur comment documenter, comment observer. Donc Tom Davis part d'une, je ne sais pas si c'était slow observation ou slow, quelque chose voilà, d'une enquête, voilà. Je crois que il y a des travaux qui commencent à être faits aussi en France, mais en France hexagonale, avec une difficulté qui est un peu différente dans la construction d'enquêtes sociales. Alors moi j'ai assisté à un cours récemment sur l'histoire des catégories en sociologie pour penser le social, où finalement la race n'apparaissait pas comme un critère, comme une des variables déterminantes, en sociologie en tout cas. Bon, moi je pense que c'est une question. Pourquoi ça n'a pas été le cas, dès lors qu'on sait que on est à la fin du 19e, début 20e, quand il y a certains textes fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est en pleine période d'expansion coloniale
vers des peuples, voilà, Guinée, Côte d'Ivoire, Guyane, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des recherches qui vont être menées et qui sont encore en cours d'être menées pour voir comment on peut articuler ces enjeux entre exposition à des formes de violence qui ne sont pas toujours très spectaculaires mais qui sont aussi dévastatrices et différentes formes d'inégalité, voire de discrimination. Après, sur la deuxième question, sur le rapport... Alors la question, la reformulation du rapport entre la nature et l'urbain tout en mobilisant des notions d'inclusivité, de diversité, de construction durable peut-elle être comprise comme un réagencement de la forme urbaine coloniale à l'aune de l'Anthropocène? Alors vaste question à laquelle je ne pourrais pas répondre sans avoir des exemples bien précis. Et du coup, une façon d'y répondre, c'est de me référer à l'article qu'a écrit Clémence Léobal, qui est sociologue, anthropologue, sur finalement le type de... les politiques de logements sociaux dans les Outre-mer et le type de logement qui va être... enfin, le type de matériaux qui vont être utilisés dans la politique de logement social, notamment le béton. Et notamment dans ses travaux, elle a publié un livre qui sort incessamment sous peu. Du coup, je pense à l'expression construction durable. Certains types de constructions vont être pas considérés au profit de constructions qui, elles, sont extrêmement destructrices pour l'environnement, comme le béton. Et donc la question, c'est une question qui me paraît un peu difficile, mais pour moi, c'est quelle place vont occuper d'une part les personnes qui sont déjà en situation de marginalisation, les peuples autochtones, dans le design de ce réagencement entre nature et urbain, si j'avais à répondre à la personne. Parce qu'on peut adopter un langage subversif, mais quand bien même mon langage serait subversif, mais se fait sans celles et ceux qui sont, par exemple, dans la Cancer Alley ou qui sont aux prises immédiates avec certains enjeux, là on peut reproduire des solutions qui sont parfois qui exacerbent les dominations plutôt que proposent une façon plus conviviale et agréable d'habiter la Terre. Voilà. Alors il reste. Hop. Je sais qu'il y avait des questions sur la question sur le genre. Il me semble que c'était les dernières questions. Ouais, c'est ça. Alors question 2, page 8. Ah bah, enfin, bon, vous n'avez pas les questions. Donc. Est-il possible de penser à partir du concept de colonialité du pouvoir d'Aníbal Quijano à une patriarcalité du pouvoir pour caractériser les schèmes sexistes qui persistent dans une société dans laquelle l'égalité entre les genres est reconnue par la loi, où la question de la race relève de dynamiques si spécifiques que l'analogie n'est pas pertinente? Alors moi je trouve que c'est une très bonne question. Ce que ça pose, c'est finalement le rapport entre colonialité et genre, entre colonialité et sexisme. Donc, premièrement, moi je vous renvoie aux travaux de Maria Logounès, je vous envoie aussi aux travaux de Jules Falquet et plein d'autres, enfin voilà, plein d'autres de type. Aujourd'hui, il y a un recueil qui va sortir qui s'appelle Le féminisme décolonial, et, enfin, il y a plein d'autres travaux là-dessus. Mais je crois qu'il ne faut pas. On retrouve de la colonialité aussi dans le genre. Qu'il ne faut pas réduire colonialité à race et que genre, ça serait en dehors de la colonialité. Et même l'article de Maria Logounès, la colonialité du genre, c'est aussi ce qu'elle montre.
pour donner un exemple, donc, quand Quijano parle de cette colonialité, ou ce qu'on peut dire cette fracture coloniale, il faut garder en tête que les personnes qui se trouvent de part et d'autre, par exemple la société colonisée et celle qui se trouve en métropole, au sein de chacun de ces groupes, au sein de chacune de ces sociétés, on retrouve des inégalités de classe, des inégalités de genre, des rapports de domination entre différentes confessions, entre différentes religions. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que de part et d'autre de la fracture coloniale, on homogénéise le social. Et il me semble que ce que Quijano propose, c'est que c'est précisément ça, que quand bien même on pense aux formes d'articulation, enfin aux questions de genre, il ne faut pas occulter la question coloniale. Que la colonialité traverse aussi le patriarcat, que des réflexes et les hiérarchies patriarcales se retrouvent tout autant dans les sociétés colonisées que dans les groupes qui sont colonisés, que dans les groupes qui sont dans le statut non colonisé. Prenons l'exemple de l'esclavage colonial, où on a, et là, des travaux fondamentaux pour moi sur cette articulation, ça va être le livre Ain't I a Woman de Bell Hooks, Black Woman and Feminism, qui part de ce principe, de ce constat que les femmes noires se trouvaient marginalisées dans les luttes antiracistes au sein du groupe des Noirs. Elles se trouvaient souvent assignées à des positions subalternes au sein du groupe des Noirs, mais que de même les femmes blanches dans la société coloniale se trouvaient aussi assignées des positions subalternes. Pour autant, les alliances féministes ou voilà, antipatriarcales conservaient une forme de biais condescendant vis-à-vis des femmes noires. Donc elles se trouvaient dans une zone d'ombre où si elles luttaient contre le racisme, il fallait alors qu'elles oublient qu'elles sont une femme, enfin qu'elles masquent, ou si elles luttaient contre le patriarcat, il fallait qu'elles oublient qu'elles sont des personnes racisées. Voilà, je pense que ce sont des éléments de réponse pour dire qu'il n'y a pas à opposer les deux. Il n'y a pas à dire, tiens, c'est la patriarcalité qui domine tout. La grille, le cadre théorique que propose, plutôt que la colonialité, le cadre théorique que propose Aníbal Quijano, c'est que quand même, en tout cas historiquement, on voit que la colonialité a pris une place qui a structuré, y compris les questions de classe, y compris les questions de genre. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui sont axés sur la santé. Il y a une question, finalement, quel est le rôle pour la santé dans la politique écologique aux Caraïbes? Y a-t-il une santé environnementale coloniale et si oui, quelle forme prend-elle? Et la question d'avant disait comment l'écologie décoloniale peut aider dans la lutte contre le classement sans suite du dossier du chlordécone. C'est quelle page là? Ok. Alors, y a-t-il une santé environnementale coloniale? Si oui, ou quelle forme prend-elle? Alors, la question de la santé environnementale est importante et vaste. Si on prend l'histoire dans une perspective de longue durée, la colonialité se retrouve aussi dans l'accès aux métiers de la santé. Qui y avait accès? Dans la période esclavagiste, il était explicitement interdit aux esclavisés de pratiquer, de fabriquer des simples, donc des remèdes à partir des plantes. C'était des décrets extrêmement impossibles à appliquer, puisque bon, mais dans l'imaginaire. Voilà. Après, qui pouvait devenir pharmacien, qui pouvait accéder. Ça fait maintenant. Ça va faire 15 ou 16 ans que maintenant, il est possible en Martinique et Guadeloupe de faire une première année de médecine sur place.
Ça veut dire qu'avant, si vous voulez devenir médecin, il fallait forcément bouger. Et maintenant, au départ, c'est juste la première année. Maintenant, je crois qu'on peut aller jusqu'au bout ou presque, jusqu'au bout de la formation. Ça, c'est un premier élément. La santé environnementale reste encore quelque chose de genré. Sur le cas du chlordécone, on voit très bien comment l'enjeu qui a dominé a d'abord été comment ce pesticide impacte les hommes, notamment à travers le cancer de la prostate, ou à travers la question de la fertilité. Et là, mais que comment ces pesticides ou ces autres formes toxiques impactent spécifiquement les femmes, ce n'est pas toujours le cas. On voit aussi comment, et là je fais référence à un article de Gretel Navas sur le DBCP au Nicaragua, qui montrait que dans le cadre d'exposition de travailleurs et de travailleuses de la banane, c'était la question de la fertilité des hommes qui dominait, que l'enjeu, l'exposition sur les femmes n'était pas enquêté, mais que les femmes avaient aussi ce surplus de travail, puisqu'elles devaient se préoccuper ou se prendre soin de la famille et des hommes qui sont malades, et que quand il y avait des manifestations, que c'est elles qui vont faire la cuisine, et que quand elles demandent à prendre part aux décisions, etc., elles sont encore marginalisées. Donc il y a cette question du patriarcat qui traverse même les revendications de santé environnementale. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a aujourd'hui une volonté de la part de scientifiques, de chercheurs, d'avoir une perspective coloniale dans la santé environnementale. Je crois qu'il y a des biais qui expliquent qu'il y a des décalages dans l'investissement, dans le coût de recherche. Voilà, après l'investissement, il n'est pas uniquement lié à la question coloniale, il est lié aussi au capitalisme qui est aussi soutenu par l'État français. Sur les bananes, on est à des... Voilà, les subventions que perçoivent les producteurs de bananes sont de l'ordre de 130 millions d'euros par an. Les chercheurs, il y a un projet de recherche qui aujourd'hui est lancé sur la question des pesticides, c'est 3 millions sur 5 ans. Donc voilà, le plan chlordécone, c'est 100 millions sur 6 ans, 8 ans. Donc en 10 ans, en subvention, la filière a 1 milliard d'euros. Et la recherche pour enquêter sur les enjeux, bon voilà, donc on ne se bat pas avec les mêmes armes. Mais parce qu'il y avait une question à la page 9 qui était aussi intéressante, sur Scott Frickel et la réappropriation des savoirs scientifiques par les profanes pour comprendre comment les undone science. Undone science, c'est la science qui n'a pas été faite. Donc là, le fait de ne pas enquêter sur les femmes qui sont exposées, c'est undone science. Et ça fait partie d'un champ beaucoup plus large qu'on appelle la production d'ignorance. Et là, c'est en référence avec l'industrie du tabac, où là, les industries du tabac, pour masquer le fait que fumer induisait des cancers du poumon, avaient embauché plein de scientifiques pour produire de la science qui minimisait cela, ou alors travailler sur des choses qui n'étaient pas très, très importantes. Et face à cette undone science, il y a des initiatives qu'on appelle d'épidémiologie populaire, qui consistent à ce que des militants et militantes s'approprient en partie, pas complètement, des outils de la science classique et se mettent elles aussi à produire la donnée qui permet en retour d'étayer des luttes, d'appeler, d'attirer l'attention sur certains points. On a quelque chose un peu similaire qui se fait en Martinique sur la question des sargasses. Alors je sais que vous avez un spécialiste là-haut sur la question des sargasses. Mais donc voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais j'essaie de prendre en compte voilà, vos remarques et Merci beaucoup Malcolm. Nicolas me dit qu'il faut qu'on arrête. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire, hein, Malcolm.